Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez, la tête d'Aboubacar. Oh la main de Sheikha dur. Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus. Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Bienvenue dans Can Stories, le podcast des passionnés du football africain et de sa plus belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, beIN Sport vous fera vivre en intégralité cette édition marocaine qui s'annonce grandiose. Pour entrer dans l'ambiance, nous vous présentons les 24 équipes en lice, leurs surnoms, leur histoire, leur parcours, ainsi que le joueur à suivre. Dans cet épisode, cap sur la côte atlantique de l'Afrique australe, en Angola. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? En Angola, le surnom de la sélection vient du portugais, langue officielle du pays, Palanca Negra. En français, antilope noire. Ou plus exactement, hippotrague noir. Un animal majestueux reconnaissable à ses longues cornes recourbées qui dépassent parfois 1,50 m et à sa robe sombre et brillante. Véritable fierté nationale, il n'existe nulle part ailleurs et n'a jamais été montré dans un zoo. Lors de l'indépendance, en 1975, l'Angola a tout naturellement choisi cet animal comme symbole. Le football en a fait de même, tout comme la Compagnie nationale d'aviation qui arbore la tête d'un mâle adulte comme emblème. Pendant la guerre civile, de 1975 à 2002, l'espèce est laissée à elle-même dans la région du plateau central, théâtre des combats les plus violents. On la croit disparue en 1982, jusqu'à 2005 où elle est redécouverte dans le parc de Kangandala. Aujourd'hui, environ 400 individus y sont préservés sous étroite protection. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Le plus grand fait d'armes des Palancas Negras n'est pas à chercher du côté de la CAN, mais bien en Coupe du Monde, lors de leur unique qualification en 2006. Leur parcours en Allemagne est honorable, une défaite inaugurale contre l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, puis 2 matchs nuls face au Mexique et à l'Iran. Une performance restée dans la mémoire des Angolais, mais qui n'a pas débouché sur une domination continentale par la suite. Le plus beau parcours de l'équipe en CAN reste à chaque fois les quarts de finale, atteints 3 fois en 2008 et 2010 avec la génération mondialiste, puis lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire en 2023. Un rebond qui nourrit l'espoir d'atteindre enfin le dernier carré en 2026 au Maroc. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? 4 victoires et 2 nuls. L'Angola a terminé en tête de son groupe de qualification, devant le Soudan, le Niger et le Ghana. Une belle performance qui n'a pourtant pas suffi à sauver son sélectionneur Pedro Gonçalves. En poste depuis 2015, il a été limogé en septembre dernier, davantage pour son mauvais départ pour les éliminatoires du Mondial 2026. Aux Palancas Negras et à Patrice Baumel, le nouveau sélectionneur, double vainqueur de la compétition en tant qu'entraîneur adjoint avec Hervé Renard, de prouver qu'ils savent rebondir. Mais au Maroc, la tâche s'annonce rude. Pour espérer passer les poules, il faudra engranger des points avant le dernier match contre l'Égypte le 29 décembre, sans doute en gagnant soit face à l'Afrique du Sud le 22, soit contre le Zimbabwe le 26. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Agostinho Cristóvão Paciencia. Non ? Ce nom vous ne dit rien ? Peut-être plus si je vous dis Mabouloulou, un sobriquet donné par sa mère qui signifie distant ou éloigné. Éloigné, c'est souvent ce qu'il a été avec la sélection angolaise. Car Mabouloulou est devenu international en 2013, mais il a connu 2 longs passages à vide avec la sélection angolaise, en n'étant pas appelé entre mars 2014 et septembre 2018, puis entre novembre 2019 et mars 2023. La panthère angolaise, en référence à sa célébration après chaque but, qui rappelle celle d'un certain Bafé Gomis, a finalement explosé aux yeux du monde lors de la dernière CAN. L'attaquant Dalali en Libye a alors inscrit ce qui deviendra plus tard le but de l'année africain. Une frappe enveloppée magnifique avec un effet rétro rarement vu lors du 8e de finale entre l'Angola et la Namibie. Avec 2 autres buts au compteur, Mabouloulou était ressorti comme l'une des révélations de la compétition et sera donc attendu au Maroc. Cap sur le nord-est de l'Afrique, au pays des pyramides, l'Égypte.
Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Qui d'autre qu'un pharaon pour donner son nom à la sélection égyptienne ? Ces souverains qui régnaient sur l'Égypte durant l'Antiquité, période la plus faste de l'histoire du pays, étaient perçus comme des figures divines, puissantes et prestigieuses. Ils incarnaient à la fois l'autorité politique, militaire et spirituelle. En adoptant ce surnom, l'équipe nationale s'identifie donc à cette grandeur du passé, à la puissance et au rayonnement d'une civilisation qui a marqué l'histoire du monde. Une empreinte que l'Égypte a ensuite prolongée sur le terrain du football africain. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Car oui, si l'Égypte n'a plus remporté la CAN depuis 2010, elle reste néanmoins la nation la plus titrée de l'histoire, avec 7 trophées. Et l'histoire commence dès l'origine. Les pharaons décrochent la toute première édition en 1957, en jouant seulement 2 matchs. L'édition ne regroupait alors que les pays fondateurs de la Confédération africaine de football, sans l'Afrique du Sud, exclue à cause de l'apartheid. Bis repetita 2 ans plus tard, l'Égypte hôte bat de nouveau le Soudan et conserve son titre. Il faut ensuite attendre 1986 pour voir les pharaons triompher à domicile de nouveau. 12 ans plus tard, en 1998, ils gagnent une 4e couronne. Et puis arrivent les années dorées, 2006, 2008 et 2010. 3 CAN consécutives où les pharaons ont littéralement enfermé leurs adversaires dans un sarcophage. Un homme incarne cette hégémonie, Hassan Shehatta. Manager hors pair, connu pour ses colères légendaires comme celle sur Mido en 2006, qui refusait d'être remplacé. Shehatta s'appuyait moins sur des stars que sur un collectif soudé, bâti autour d'un système en 3-5-2, novateur pour l'époque. De cette génération dorée, 3 noms restent tout de même gravés, le gardien Essam El Hadari, le défenseur Wael Goma. Depuis, l'Égypte a retrouvé 2 fois la finale, en 2017 et en 2021. Alors, est-ce que le 8e sacre des pharaons se fera-t-il encore attendre longtemps ? Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? L'Égypte a validé sa qualification pour la CAN 2025 avec une facilité déconcertante, en dominant un groupe composé du Botswana, de la Mauritanie et du Cap-Vert. Et cela, parfois même sans sa star planétaire, Mohamed Salah, ménagé sur certains rassemblements. Les pharaons, qui compteront une nouvelle fois le plus grand nombre de participations à la compétition, se présentent donc comme les grands favoris du groupe B. Ils débuteront face au Zimbabwe le 22 décembre, poursuivront le 26 contre l'Afrique du Sud, avant de conclure le 29 face à l'Angola. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Mohamed Salah peut-il devenir le pharaon de l'Égypte contemporaine ? Né à Nagrik, dans un petit village du delta du Nil, il a grandi loin des projecteurs, des rêves de grandeur plein la tête. Des années plus tard, ce rêve l'a mené jusqu'à Liverpool, où il est devenu une légende vivante. Mais derrière les buts, les dribbles et les trophées, Salah est resté cet enfant du Nil fidèle à ses racines. En Égypte, il est bien plus qu'un joueur. Dans son village, il a financé une école, un hôpital, une station d'épuration et même une unité de soins intensifs. Il soutient des centaines de familles dans le besoin et aide les jeunes à poursuivre leurs études. Mais il reste une seule chose que l'attaquant n'est pas encore parvenu à apporter à son pays, car il a tout gagné en Europe. Ligue des Champions, Première Ligue, la gloire éternelle d'un club mythique. Il lui manque une seule chose, encore un trophée qu'il désire plus que tout, la Coupe d'Afrique des Nations. Avec l'Égypte, il a connu la douleur des finales perdues, les espoirs brisés, les promesses remises à plus tard. Cette fois, Salah veut écrire la fin du conte à sa manière, pour enfin devenir un pharaon éternel, comme ces illustres aînés de l'Antiquité. Cap sur l'extrême sud du continent, au pays de Mandela, des townships et de la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Alors, en Afrique du Sud, tout le monde connaît les Springboks, mais côté football, il était impossible de reprendre l'emblème du rugby, le sport numéro 1. Les footballeurs ont donc hérité d'un surnom bien à eux, les Bafana Bafana, et tout est parti de la première rencontre post-apartheid, on y reviendra plus tard le 7 juillet 1992. Ce jour-là, le journaliste local Sibusiso Mseleku encourage les joueurs à son micro en répétant à tue-tête « Bafana Bafana, Bafana Bafana », un terme zoulou, l'une des langues les plus parlées du pays, qui se rapproche des boys ou des petits gars. L'expression a marqué les esprits, jusqu'à devenir officiellement l'identité de la sélection. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ?
L'histoire des Bafana Bafana épouse celle de la nation arc-en-ciel. Le football existe depuis longtemps à l'extrémité sud du continent, mais l'apartheid a longtemps tenu l'Afrique du Sud à l'écart. Membre fondateur de la CAF, le pays est écarté dès la première CAN en 1957 pour avoir refusé d'envoyer une équipe mixte. Il faut attendre la fin du régime ségrégationniste pour que la FIFA et la CAF réintègrent l'Afrique du Sud à ses compétitions. Et comme un symbole, le pays organise la CAN en 1996. Et la remporte, à domicile face à la Tunisie. Nelson Mandela en personne remet alors le trophée au capitaine Neil Tovey. Une image restée dans l'histoire comme celle de la Coupe du Monde de rugby un an plus tôt. Derrière s'ensuivent une deuxième finale consécutive et une troisième place en 2002. Puis le déclin. Malgré l'organisation du Mondial 2010, première Coupe du Monde sur le sol africain, la sélection peine à retrouver les sommets. Mais leur retour dans le dernier carré de la dernière CAN en Côte d'Ivoire relance l'espoir. Et si l'Afrique du Sud revenait au sommet cette année ? Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi et quel va être son programme ? Pour se qualifier à la CAN 2025, les hommes du sélectionneur belge Hugo Bross, vainqueur en 2021 avec le Cameroun, n'ont pas tremblé. 4 victoires et 2 nuls leur ont permis de dominer un groupe composé du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Au Maroc, les Bafana Bafana débuteront contre l'Angola le 22 décembre, avant de défier l'Égypte le 26 dans un choc attendu, puis de conclure la phase de groupe face aux voisins zimbabwéens le 29. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Ronwen Williams est devenu bien plus qu'un gardien pour l'Afrique du Sud, il en est le visage. En 2024, sa carrière a connu un tournant historique avec son sacre au CAF Awards qui l'a désigné meilleur gardien d'Afrique. Une distinction méritée pour celui qui a conduit les Bafana Bafana jusqu'à une demi-finale de la CAN en 2023, marquée par des arrêts héroïques, notamment lors de la séance de tir au but contre le Cap-Vert. Fidèle au Mamelodi Sundowns, avec qui il a participé à la Coupe du Monde des clubs cet été aux États-Unis, Williams s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du continent grâce à son sang-froid, son jeu au pied précis et son autorité dans la surface. Son influence dépasse désormais les terrains. Reconnu comme un modèle pour les jeunes du pays, Williams veut prouver que le rêve africain est possible, à force de travail et de persévérance. Cap sur l'Afrique australe, au pays des chutes Victoria et de la grande savane, le Zimbabwe. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Les Warriors, un surnom qui résonne fort et qui évoque immédiatement la combativité, la résistance et le courage. Bien sûr, il nous fait penser à une franchise NBA de San Francisco, mais au Zimbabwe, il s'agit d'un hommage bien plus profond. L'appellation renvoie à l'histoire d'un peuple marqué par la lutte pour son indépendance, conquis seulement en 1980, après la fin de la domination coloniale britannique de la Rhodésie. Guerriers, les Zimbabwéens l'ont toujours été, qu'il s'agisse de défendre leur terre ou leur identité. C'est cette force et cette résilience que la sélection nationale a voulu incarner à travers ce surnom. Sur un terrain de football, les Warriors traduisent aussi cette idée, se battre jusqu'au bout pour exister, même face à des géants du continent. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Relativement jeune sur la scène internationale, le Zimbabwe a dû patienter jusqu'en 2004 pour découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis, les Warriors comptent 5 participations, mais n'ont jamais réussi à franchir la phase de groupe. Une statistique frustrante pour un pays passionné de football qui a pourtant produit de grands noms comme Peter Ndlovu, premier joueur africain à évoluer en première ligue anglaise, ou encore Benjamin Mawuwari, plus connu sous le nom de Benjani, surtout du côté de l'AJ-Auxerre. La dernière décennie a également été marquée par un coup dur. Le Zimbabwe a été suspendu par la FIFA pour ingérence gouvernementale et n'a pas pu disputer les qualifications de la CAN 2023. Une absence vécue comme un vrai crève-cœur pour les supporters, mais comme toujours, les Warriors se sont battus et sont bel et bien de retour au Maroc. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi et quel va être son programme ? Pour décrocher leur billet, les hommes du sélectionneur allemand Michael Ness se sont accrochés. Logés dans un groupe relevé avec le Cameroun,
Ils ont montré leur force de caractère en tenant les Lions indomptables en échec lors du match aller. Ils finiront finalement 2e, qualification en poche, malgré une défaite au retour. Au Maroc, le Zimbabwe devra une nouvelle fois jouer avec son cœur et son esprit guerrier, car le calendrier ne fait aucun cadeau. Une entrée en lice contre l'Égypte, grand favori du groupe, le 22 décembre, puis un match crucial face à l'Angola le 26, avant de conclure par un derby brûlant contre le voisin sud-africain le 29. 3 finales pour espérer écrire enfin une nouvelle page de leur histoire. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Marshall Munetsi incarne autant le cœur que le courage du Zimbabwe. Depuis qu'il est devenu footballeur professionnel, Munetsi s'implique pour aider le Zimbabwe et particulièrement les enfants à travers sa fondation qu'il finance personnellement. Cette dernière permet à 60 jeunes enfants d'être scolarisés, âgés de 14 et 15 ans, dans 2 lycées de Harare, la capitale de son pays. Au total, il consacre 5 à 10% de son salaire pour des actions en faveur de la jeunesse de son pays. Il était même écrit dans son contrat au Stade de Reims, où il a évolué durant 6 saisons de 2019 à 2025, que pour chaque kilomètre parcouru, le club s'engage à renverser 100 € à sa fondation. Sur le terrain, son profil est précieux et a plu à Wolverhampton, qui a dépensé 18 millions d'euros en 2025 pour s'accorder ses services en Première Ligue. Athlétique, agressif dans les duels, à l'aise dans l'axe comme sur les flancs, Munetsi apporte rigueur et équilibre au milieu de terrain des Warriors. Sa présence sera essentielle dans un effectif zimbabwéen qui veut enfin sortir des phases de groupe de la CAN.